Bonjour Faustin, bonjour à tous les auditeurs qui nous écoutent. Alors aujourd'hui, on fait une vidéo spéciale pour rebondir sur une vidéo que toi, tu avais fait, Faustin. Super vidéo d'ailleurs, au demeurant. Je vais mettre le lien si vous voulez voir la vidéo entière en description. Mais on a échangé en commentaire interposé suite à cette vidéo. Et il y avait un point. Alors, fondamentalement, je suis d'accord avec toi, hein, Faustin, sur ce point-là. Le trading, c'est pas du jeu. Et ça, même si on a tendance parfois à dire jouer en bourse par Oui, défaut de langage, c'est pas du jeu, c'est de ça peut être soit de l'investissement, soit une activité, on va dire, professionnelle. Mais voilà, c'est pas un jeu en soi. Et toi, ton point de vue, c'était de dire que les gens qui ont un caractère joueur ou une addiction au jeu n'ont pas, c'est pas qu'ils n'ont pas leur place, mais c'est pas recommandé si pour eux. c'est presque ce que je dis. Ouais, voilà, c'est Attention, ça. les joueurs vraiment qui sont addicts, c'est-à-dire qui ont un problème avec les jeux d'argent, ça j'en ai vu quand j'étais courtier, et j'ai jamais vu de bons résultats. Après, Non, c'est jouer de sûr. temps en temps au casino, etc., ça Alors, reste occasionnel, c'est différent, mais vraiment ceux où c'est presque maladif d'une certaine ouais. manière. Et c'est réellement ça. Ça, évidemment, le trading, je Alors pense que c'est pas une ça, bonne c'est idée. ça, c'est intéressant parce qu'on a tous les deux cette expérience d'avoir travaillé chez un courtier, moi aussi, il y a quelques années. Et j'ai eu aussi des cas comme ça justement, Ouais. de personnes qui étaient addicts au jeu, interdits de casino et bah, qui ne pouvaient pas s'empêcher et du coup qui ouvraient un compte chez un broker CFD. Alors en plus, à l'époque où j'y étais dans les CFD, c'était des leviers de 200, 300, c'était pas comme aujourd'hui, donc il y avait encore beaucoup plus cet aspect jeu en cause. Mhm. Et en fait, alors évidemment, le jeu, et ça de toute façon, ça, je pense que je suis obligé de le faire du point de vue disclaimer, l'addiction au jeu en plus c'est considéré comme une maladie, donc évidemment, on rigole pas avec ça. Mais, et bien évidemment, on ne devrait pas, si on est interdit de casino ou interdit de jeu, c'est qu'il y a une bonne raison. On ne devrait pas contourner ces interdictions on va dire, satisfaire à son addiction, c'est bien sûr. Mais par contre, c'est vrai que je m'étais fait la réflexion de me dire, bon, finalement, bon, si on sait si on aime jouer, mais qu'on n'est pas dans l'addiction, qu'on sait quand même contrôler ses pulsions, mais qu'on est quand même un joueur et qu'on aime jouer, après tout, finalement, enfin, tu me diras ce que tu en penses, mais que ce soit jouer en bourse ou jouer au casino, tu as de toute façon quand même beaucoup plus de probabilité de gagner en bourse, même dans un aspect purement joueur, que sur le casino où on sait que les statistiques, de toute façon, elles sont que dans le sens du casino. Donc, ça, c'était aussi un truc, bon, voilà, si vous êtes joueur, à la limite, moi je dis à la limite, quitte à jouer, tu as Vaut plus mieux de jouer en chances en bourse que de bourse jouer au qu'au casino. Là-dessus, casino. on est Et en d'accord. plus, tu amèneras de la liquidité, tu seras utile quelque part. Même si tu te fais déchirer à la fin, même si tu perds tout autant qu'au casino, au moins, tu as une certaine, on va dire, utilité. Donc ça, c'était la première chose. Et après, la deuxième chose, c'est que c'est un truc que j'ai constaté depuis ça fait 17 ans que je suis sur les marchés financiers et il y a ce tabou justement sur l'expression jouer en bourse. Il y en a qui disent eh ben on va jouer en bourse et puis après ils se reprennent, ils ont un peu honte d'avoir dit jouer, tu vois. Et Mm. en bourse, il y a toujours une part de hasard. C'est-à-dire que même si tu maîtrises, on va dire, l'analyse technique, l'analyse fondamentale, etc., tu auras toujours peut-être, je sais pas, 30, 20%. Il y a toujours une part qu'on ne peut pas maîtriser. On peut appeler ça une part de hasard, une part de statistique, si tu veux. Mais quand même, à mon sens, quand on fait alors de la bourse, de l'investissement, comme on avait fait ensemble, comme on avait expliqué dans la formation investissement long terme, où on investit dans les ETF, là, on peut mettre en place des stratégies où il n'y a pas de risque, où on investit en DCA ou autre. Quand on est dans le trading, cette notion de risque, elle est indispensable, cette notion de hasard ou d'absence de maîtrise totale de la chose est indispensable. Et moi, alors mon aspect, c'est qu'il ne faut pas avoir honte de dire que quelque part, bah, quand on trade, il y a une partie qu'on ne maîtrise pas. Je pense qu'il faut l'accepter. Et qu'est-ce que je veux dire d'autre? Non, surtout, voilà, c'est qu'en fait, si tu veux, en trading, j'ai vu des profils se dessiner de gens qui, justement, refusent absolument le côté je ne maîtrise pas 100% du truc parce que je ne veux pas être un joueur. Et du coup, ils se retrouvent avec 150 000 indicateurs et ils veulent prendre un trade que quand ils sont sûrs à 100%. Parce qu'ils rejettent cet aspect hasard qui, pour eux, fait trop penser au jeu, tu vois. Et ils veulent la certitude. Or, moi, je pense qu'en trading, il faut aussi embrasser à un moment donné l'incertitude, pas de façon débile, de façon réfléchie, avec du money management, etc.
Mais voilà, dire aussi que quelque part, c'est pas qu'il faut être joueur, mais il faut quand même aimer prendre des risques à un moment donné. Sinon, on Ouais. n'a pas sa place non plus en trading, quoi. T'as raison par rapport à ça. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en trading, il n'y a aucune stratégie qui va permettre d'avoir 100% de réussite. Ça n'existe pas et ça n'existera jamais. Il y a quelques stratégies en réalité qui se rapprochent des 100% de réussite, type de stratégie d'arbitrage, des stratégies bien particulières où en fait les performances sont très faibles et les ressources pour les mettre en place, ça coûte extrêmement cher. Mais dire, pour faire très simple, il n'y a aucune stratégie qui fonctionne à 100%. Donc évidemment qu'il y a une partie qu'on ne maîtrise pas, mais tout le reste, on doit le maîtriser. Moi, ce que je voulais mettre en avant dans cette vidéo, c'est le fait qu'il y a certains profils où le trading n'est clairement pas une solution. Mm. Et à mon avis, est clairement une mauvaise idée, c'est quand on a ce côté impulsif avec le jeu. Parce que le problème derrière, c'est qu'on va faire exactement la même chose en trading, c'est-à-dire passer un nombre de trades immense. On va donc faire de l'overtrading. On Mm. va vouloir retrouver un peu les sensations du jeu. Donc ça se passe avec quoi? Avec l'effet de levier. Et donc évidemment, quand on a ce profil-là, on a très peu de chances de réussir en trading. Je pense qu'il faut justement maîtriser un maximum de choses dans son trading. Pour moi, enlever le terme jeu, je trouve pas ça complètement bête. Mm. C'est d'ailleurs aussi les brokers qui essayent de communiquer là-dessus. Je pense à notamment des courtiers, IG, XTB ou d'autres. Leurs commerciaux, par exemple, quand ils vont faire, ou leurs analystes, quand ils vont faire des tutoriels ou présenter des stratégies, le mot jeu, il est complètement banni. Parce que Mm. l'idée, c'est quand même de différencier le jeu Mm. du trading. Après, évidemment, qu'il y a une part, il y a une infime part, enfin, il y a une part quand même de hasard, quoi, surtout appelée en fait part de non-maîtrise, qu'on ne peut pas tout Ouais. maîtriser à 100%. Mais vraiment, moi, ce que je veux mettre en avant, c'est voilà, si vous avez un profil joueur de casino, que vous n'arrivez pas à maîtriser vos émotions à ce niveau-là, si vous lancez en trading, ce sera compliqué. Et ce que je dis du coup, c'est au lieu de faire du trading, faites de la bourse plus traditionnelle. Alors, Mm. on a parlé dans la formation qu'on a développée ensemble sur les ETF. Bon, bah, la bourse, il n'y a pas autant de côté émotionnel, enfin l'investissement ETF, que sur du trading actif où on va rentrer sur le marché et peut-être sortir 10-15 minutes après. Mm. Non, c'est Et, sûr. et- et ça, effectivement, pour beaucoup de personnes, ça peut souvent être lié un peu au jeu. Et ça, j'ai un peu de mal, parce que c'est ce qu'on voit dans des articles. On a aussi pas mal de médias, parfois un peu donneurs de leçons, qui vont dire le trading, c'est du jeu. Il y a 70% des traders qui perdent. Ce Mm. discours, il m'énerve un petit peu, parce qu'on sait pourquoi ils perdent, parce que ces gens-là ont un profil de joueur, trop d'effets de levier, trop de positions. Ils vont pas respecter ces règles, ils vont prendre le trading comme un jeu. C'est le Mm. cas de le dire. Et c'est vraiment ça que j'essaye de présenter à travers cette vidéo. Après, voilà, dire que il n'y a pas une part de chance, il y a forcément une part de chance dans tout. C'est comme dans un business, comme dans Ouais, ton non, business, dans toute activité, il y a forcément une part de c'est chance. Mais sûr. après, il faut maîtriser un maximum d'éléments. C'est surtout ça que je voulais mettre en avant. Et moi, ce que je voulais juste rajouter, c'est qu'il ne faut pas rentrer non plus dans le truc extrême inverse où tu vas finalement attendre l'opportunité où tu es sûr à 100%. En trading, il n'y a pas d'opportunité où tu es sûr à 100%. Il Donc, faut juste respecter tes critères d'entrée, tu mm, respectes ton plan de trading et après, il faut aussi accepter d'avoir parfois des séries de traders, de trades perdants. On peut mm, avoir un stop, deux stops, trois stops, quatre stops dans la même semaine. Si derrière son risque est géré, bon, bah, c'est pas dramatique. Et c'est pas parce que sa stratégie d'ailleurs n'a pas fonctionné dans la semaine que cette stratégie est forcément mauvaise. mm. Ça, c'est aussi quelque chose que je vois assez souvent sur des personnes que je peux accompagner. Non, mais Après, c'était. pardon, Ouais, vas-y, vas-y, juste vas-y. une chose avant d'oublier, tu parlais aussi des personnes qui utilisaient du coup des effets de levier plus importants à l'époque, Voilà, notamment parce que le SMA a baissé ses leviers en août 2018, si je dis pas de bêtises. c'est ça. Aujourd'hui, ce qu'on remarque, c'est que ces personnes-là qui cherchent en fait à retrouver un peu ces sensations de jeu vont aller chercher des brokers offshore à l'étranger pour justement récupérer ces effets de levier. Parce qu'à l'étranger, il n'y a pas de réglementation sur les leverages. Donc c'est aussi vraiment la volonté du client de dire je veux faire du trading CFD pour le risque. Et après, bon, ils Ouais. sont responsables. Il y a certaines personnes, Et, ils le et, font en connaissance de cause. et alors là, c'est vrai que ça mène des dérives parce que tout à l'heure, autant je disais, quitte à jouer au casino, autant tu as plus de chances de gagner en trading. Maintenant, si tu pars sur des trucs offshore non réglementés, etc., les casinos sont réglementés du coup. Du coup, la balance s'inverse. C'est-à-dire que tu pars sur un truc où même si tu gagnes, tu n'es même pas sûr de récupérer ton argent. Parce que tu es sur des trucs offshore, dans Après, des îles ou ça autres. Ça dépend. dépend. Ça dépend. Ça Il y a des dépend courtiers offshore qui tiennent la route, mais bien il y a sûr. pas de garde, c'est sûr. Mais faut connaître du coup. Faut pas Ouais. partir tête baissée sur n'importe quel courtier, quoi. Donc du coup, ouais,
Mais alors, ce qui est intéressant aussi, alors moi, j'ai travaillé pour des courtiers, notamment JFD Broker à l'époque, ce qui existe toujours, mais à l'époque, en tout cas, on s'était bien développé en Europe et on avait un gros regard sur l'Asie et la Chine notamment. Et alors, Ce sont des gros joueurs. Ouais, et alors carrément, 95% du marché là-bas, c'est des joueurs. C'est-à-dire que les gars, ils tradent, ils mettent 100, 200 euros à la hauteur de leurs moyens là-bas sur leur compte, ce qui représente des sommes importantes pour eux, mais c'est qui tout double. C'est-à-dire ils mettent tout sur un trade, quoi. Donc c'est là-bas. Alors c'est vrai, c'était un peu entre guillemets le marché qui a attiré les coursiers à l'époque parce que bah, du coup, comme ils utilisent des leviers de fou, ils prennent des risques de fou, ils font aussi un volume très important. Donc tous les courtiers essaient de capter ce volume, tu vois, de trading, mais il y a un rapport très très différent là-bas. Eux, ils ont, enfin, je sais pas si tu as déjà vu des courtiers asiatiques, leur site internet, c'est Hello Kitty avec des jeux, c'est vraiment un truc de casino. C'est assumé à 200%, tu vois. Et qu'est-ce que tu penses, du coup, je rebondis dessus, du spread betting au Royaume-Uni? Alors, Parce qu'au final, c'est un peu pareil, ouais. c'est un peu le même système, parce qu'au Royaume-Uni, ils ont aussi cette mentalité de joueur. Et tant que c'est pas addictif, moi, ça me pose pas de problème. Ouais, Mais après, il alors faut savoir ce qu'on fait. en fait, c'est intéressant parce qu'en Chine, c'est vraiment le jeu casino, quoi. C'est-à-dire, c'est vraiment la machine à sous. Et j'ai pas pensé à faire des impressions d'écran, mais je pourrais t'en envoyer ou peut-être en mettre sur les réseaux sociaux au moment où je partagerai la vidéo. Mais franchement, tu verras les sites, en tout cas à l'époque, même les sites japonais, t'as des petits Hello Kitty, t'as des trucs. Alors, c'est tout marqué en chinois ou en japonais, je comprends rien, mais tu vois que l'ambiance. T'es plus proche d'un site de casino en ligne que d'un site de courtier, tu vois. Ça passerait pas du tout un site comme ça en France ou en Europe, ça passerait, mais absolument pas. Et en Angleterre, c'est des gros parieurs. Pour ceux qui sont allés à Londres, à tous les coins de rue, tu as ces trucs de betting où tu peux parier. Et à Londres, l'Angleterre est connue, tu peux parier à peu près sur ce que tu veux. C'est-à-dire que tu rentres dans un truc. Ce qu'on me disait à l'époque quand j'étais à Londres, et tu peux parier, tu sais, la reine d'Angleterre à l'époque, elle changeait toujours de chapeau, de couleur, elle avait toujours des vêtements d'une couleur d'un jour sur l'autre. Et il y en a qui parient sur ça, quoi. Il y en a, ils arrivent, de quelle couleur sera le chapeau, la robe de la reine d'Angleterre, etc. Quelle sera la météo. Enfin, l'Angleterre, c'est vraiment le monde où ils adorent ça, parier sur tout et n'importe quoi. Et en fait, effectivement, et donc du coup, c'est détaxé comme en France où les gains du jeu, enfin, tu gagnes au loto, tu payes pas de taxes, tu vois, sur tes gains. Bah, en Angleterre, c'est pareil, les gains du pari sont détaxés. Et en fait, alors c'est là où ça devient un peu, comme tu dis, un peu bizarre, c'est-à-dire qu'il y en a qui se sont dit, bon, bah, pour pas avoir d'impôts à payer sur ce qu'on va gagner en bourse, eh ben, on va créer en fait un nouveau produit. Un truc où c'est pas de l'investissement en bourse, c'est du pari en bourse. Donc c'est là où les premières boîtes de spread betting sont nées et où en fait on fait des paris. En fait, c'est très proche du CFD si tu veux, parce que le CFD c'est contract for difference. Donc c'est un contrat où tu es en où tu voilà, En fait, la différence, c'est que sur le spread betting, sans faire de ma part, toi, tu as travaillé aussi pour un broker à Londres, donc probablement tu dois mieux savoir que moi, mais sur le spread betting, le courtier est 100% contrepartie. Sur le CFD, c'est pas le cas. Il gère son risque selon plusieurs critères. Ce qu'on appelle les bookmakers, ils gèrent aussi même un vrai bookmaker. Quand tu paries sur le truc de la reine d'Angleterre et tout, il gère son risque. Il va pas prendre 100% de risque. Il gère aussi sa contrepartie. Mais il y a des parieurs qui vont dans un sens, d'autres qui vont dans l'autre sens. Voilà. Donc le spread betting, alors je me rappelle plus exactement les conditions, mais oui, bien sûr, faut qu'on reste sur du pari. C'est pas un produit financier, c'est un produit de jeu, quoi. Donc mais par contre, ils sont fans là-bas en Angleterre. Bon, alors, après, il y en a aussi qui utilisent le spread betting en se disant c'est exactement dans le fonctionnement pareil que si je tradais en bourse normalement, sauf que je paye pas d'impôts. Donc je savais pas cet aspect-là. Donc c'est ça qui a fait le succès du spread betting en Angleterre, c'est que c'est complètement détaxé, quoi. Il y avait LCG notamment qui proposait à l'époque, je me rappelle, du spread betting. Ouais. Non, c'est donc le rapport de toute façon. Bah, du coup, que ce soit en Asie ou en Angleterre ou autre, il y a toujours un lien entre le rapport entre. Et c'est pas pour rien non plus qu'il y a cette expression jeu en bourse, mais ouais, bien sûr, il y a toujours ce rapport entre le hasard, le jeu et la bourse, mais bien sûr, si tu veux faire ça sérieusement et si tu veux espérer gagner, il faut. Disons que moi, les profils que je vois, que j'accompagne, qui ont des bons résultats, ils sont tous sauf des joueurs. Alors, encore une fois, tu as raison de dire qu'il y a une part
de non-maîtrise en quelque sorte sur nos stratégies. On ne peut pas tout maîtriser de A à Z, mais ils ont tout sauf le profil de joueur. C'est vraiment, ils font ça vraiment comme si c'était Alors, un job très très sérieux avec le plan de trading, le nombre de trades précis, le bon volume à la virgule près. Je veux dire, quand on fait du casino, ou quand on fait du jeu, on met un pion sur un numéro, etc. Quand on joue à la roulette, mais c'est fait sans raisonnement. Quand on fait du trading sans le jeu, on met le volume près pour que ça représente, je sais pas moi, 0,75% de risque par rapport à son capital. Enfin, c'est précis et c'est en ce sens-là où j'ai encore du mal avec ce terme jeu. Alors par contre, autant j'ai vu des profils comme on en parlait tout à l'heure, de gens qui sont en train de casino, qui vont avec des effets. Évidemment, eux, ils gagnent pas. Voilà, ils s'amusent, ils ont cette adrénaline qu'ils recherchent, parce qu'en fait, c'est une addiction à l'adrénaline, en fait. C'est pas ce qu'on appelle l'addiction au Tu as jeu. les mêmes sensations, en fait. Ouais. Donc, mais par contre, dans ma carrière de courtier, j'ai vu certains traders qui étaient issus du monde du poker en ligne. Et eux, par contre, c'est dit complètement différent aussi. Ouais, ils avaient des très bons résultats parce qu'en fait, si tu veux, le joueur de poker, il a ce money management. En fait, il y a même des joueurs de poker qui me disaient, mais j'ai même pas besoin de voir les cartes que j'ai en fait pour jouer. C'est qu'une question de gestion du risque, de money management, de quand je mise et quand je mise pas, quoi. Et en fait, les bons joueurs de poker, et j'en ai connu quelques-uns quand je travaillais chez les courtiers qui avaient été à Las Vegas, qui étaient des gros joueurs de poker, qui vivaient du poker, mais qui en avaient un peu marre de ce monde-là et qui voulaient changer. En fait, ils se sont mis en trading. Et eux, par contre, ils ont eu des très bons résultats parce que justement, ils étaient. Mais alors, eux, ils avaient une particularité, c'est qu'ils tradaient comme ils jouent au poker. Ils me disaient, je ne regarde pas mes cartes, ils ne regardaient pas les cartes. C'était que du money management. Et ils se fichaient de l'actif sur lequel ils rentraient, du prix, etc. C'était que de la gestion du risque. Alors, je ne suis pas non plus 100% d'accord avec cette méthode-là, même si eux, ils s'en sortaient bien, parce qu'on a quand même des outils, j'ai pas envie de dire simples, mais un peu d'analyse technique, quelques petites choses qui permettent quand même de largement optimiser ses prix d'entrée et ses prix de sortie. Mais eux, c'était que du money management. Eux, ils faisaient que. Après, non, moi, je pense qu'ils ont raison. Je pense que ça fonctionne même très bien, ce genre de système. Et vraiment, les joueurs de poker, c'est qu'ils gèrent super bien leurs émotions. Et en fait, en trading, on le sait, c'est énormément de psychologie. Aussi, après, ce dont tu parles, où ils vont quasiment mettre en place que de la gestion du risque, du money management, ils font ce qu'on appelle du trading de configuration en quelque sorte, c'est-à-dire qu'ils s'en foutent s'ils doivent prendre une position à l'achat ou à la vente par rapport au contexte. Par exemple, s'ils sont sur un setup où il y a un niveau de prix à aller chercher qui a été tapé plusieurs fois, ils vont aller le chercher. Et en revanche, ils peuvent avoir un stop loss à un certain niveau où le stop loss n'a pas été touché récemment. Donc, c'est-à-dire qu'il y a quand même un peu d'analyse technique et graphique, mais pas forcément le contexte. Juste se dire, voilà, on peut aller chercher ce niveau en ayant un stop loss assez peu risqué en quelque sorte. C'est difficile à expliquer comme ça sur juste une vidéo sans partager un écran, mais ce genre d'approche, je pense que ça fonctionne assez bien. Mais là où tu as raison, c'est qu'aujourd'hui, on a plein d'outils, même des simples moyennes mobiles. Par exemple, j'utilise l'exponentielle de 100 périodes. Il y a le volume profile. Il y a plein d'outils aujourd'hui qui peuvent nous aider à avoir une direction. Et si, en plus de ça, on arrive à avoir une bonne gestion du risque et qu'on gère ses émotions, et encore une fois, quand on gère ses émotions, généralement, on n'a pas le profil de joueur, encore une fois, mais le joueur compulsif. Ouais, c'est ça. Ouais. Sinon, effectivement, personne pourrait faire du trading parce qu'on a tous un petit peu le profil de joueur. Moi, de temps en temps, ça peut m'arriver quand je suis en vacances d'aller, je peux jouer au poker notamment. Alors, je suis pas un pro de poker, loin de là. Je suis assez nul d'ailleurs au poker, mais je peux aller jouer de temps en temps à la roulette, au blackjack. Mais c'est vraiment occasionnel. J'arrive avec une mise, je sais que je vais plus ou moins la perdre et puis ça s'arrête là. Donc voilà, faut vraiment différencier les deux types de joueurs. Mais encore une fois, si on peut éviter pour moi le terme jouer en bourse, je vais jouer la baisse. Quand ces termes-là. Non, mais c'est des termes qui sont quand même très utilisés, c'est difficile. C'est des termes qui sont très utilisés, tu vois, très utilisés. Moi, après, je suis pas non plus, je pense pas un joueur, en tout cas compulsif. Maintenant, c'est vrai que ça m'arrive, je sais pas moi, une fois tous les 2-3 mois, d'aller au casino, de mettre 20 balles, de m'amuser. En plus, ici en Bulgarie, les casinos, quand tu joues, les boissons sont gratuites. Donc, si tu veux des cocktails, machin. Tu t'y retrouves. Tu t'y retrouves, tu vois. C'est un genre de money management, si tu veux. Et en plus, moi, j'ai du bol. Les 5 ou 6 dernières fois où j'y suis allé, à chaque fois, j'ai mis 20 balles, je suis reparti avec 150 balles. Donc, même la dernière fois, j'avais honte parce que je suis resté vraiment 5 minutes dans le casino. Parce que moi, à partir du moment où j'atteins un certain niveau de gain, je pars, tu vois. Et la dernière fois, je suis resté 2 minutes. Montre en main, je suis ressorti. J'avais vraiment l'impression de les voler, quoi. mais
mais qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, non, il y a ce rapport. Ouais, non, mais c'est intéressant. En tout cas, Juste peut-être, Marc, pour terminer, est-ce que tu as une anecdote par alors rapport si à tes clients quand tu étais courtier et qui avaient ce profil joueur, un peu comment ça s'est fini, comment ça s'est passé? T'as pas d'anecdote par rapport à ça? Alors, des anecdotes, non, bah, ça s'est jamais bien fini, hein. Ceux qui ont vraiment, comme tu disais, Ah, c'est ça. un comportement compulsif. Et il faut faire attention parce que des fois, c'est des gens qui n'ont pas nécessairement. Parce que c'est un si tu veux, le jeu, l'addiction au jeu, potentiellement, on peut tous tomber dedans. C'est pas une addiction au jeu, on s'en fout du jeu. C'est la sensation que ça te procure, l'adrénaline que ça te procure. Et ça, potentiellement, c'est vraiment une réaction chimique dans le cerveau. Ça peut arriver à tout le monde. Et ça m'est arrivé des gens aussi qui n'avaient pas d'addiction au jeu, qui avaient peut-être jamais entré dans un casino. Et en découvrant le trading, ils se sont découverts cette addiction. Alors, je ne sais pas si moi j'en ai déjà souvent parlé dans mes vidéos, mais souvent, beaucoup les traders débutants, ils s'intéressent au scalping. Et le scalping, justement, tu as ce côté rapide, potentiellement plus susceptible de te provoquer cette addiction. Et j'ai des gens qui sont arrivés qui étaient, voilà, qui avaient jamais mis les pieds dans un casino de leur vie ou qui n'avaient pas du tout ce rapport par Mais rapport au jeu, ouais. qui l'ont acquis avec le trading parce qu'ils ont fait du scalping et parce qu'ils ont découvert cette adrénaline, etc. et qui ont perdu parfois certains des sommes importantes. Donc, Hmm. l'overtrading, je pense, ça doit être une alarme, une lumière rouge, quoi. Quand vous sentez que vous pouvez plus vous empêcher de trader, attention, quoi. Ouais, ouais, et puis quand on a envie de trader, on a des personnes, moi, j'en ai vu quand j'étais courtier, qui travaillaient sur des produits la nuit, par exemple, parce qu'il y a des conditions horribles, tout simplement parce qu'ils ont envie de trader. Comme tu disais, on se répète un peu, mais l'overtrading, c'est pour ça d'ailleurs, moi, sur la chaîne YouTube, je le dis à chaque fois, j'ai fait attention au scalping. Je parle un peu d'intra-scalping, mais le vrai pur scalping, je trouve que pour des débutants, c'est difficile parce que c'est encore plus compliqué en termes de gestion des émotions, de gestion des risques. Ce que je trouve intéressant, moi, c'est le day trading parce qu'au final, tu prends des positions, je pense, d'assez bonne qualité. Tu peux passer, si ce n'est juste un trade par jour. Et si tu débrouilles bien, en principe, c'est le day trading, quand ça se passe bien, tu as clôturé ta position avant la fin de séance. Et donc, tu n'as C'est pas des ça. positions qui traînent la nuit. Donc, sur le côté émotionnel, je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux. Moi, c'est personnellement ce que je fais. Après, Mais voilà, quoi. ça me fait penser au niveau de l'overtrading parce que c'est un vrai problème, hein, l'overtrading pour beaucoup, hein. Enfin, toi qui fais du coaching, tu dois peut-être le voir souvent, mais moi, en tant que Clairement. courtier à l'époque, je voyais, il y avait beaucoup de gens. Alors, le problème, c'est quand en courtier, tu es rémunéré sur le nombre de transactions, donc tu as du mal à dire aux gens, calmez-vous, quoi. Donc, t'as un peu un conflit à ce niveau-là. Mais par contre, ouais, je sais que je crois que tu connais Damien Soudan, TradeForge. Il a développé des outils, lui où tu set up un certain nombre de transactions, tu as le droit de faire 10 transactions par jour, bah, tu ne pourras pas en faire une 11e. Le système va te bloquer, la transaction elle va te rejeter, tu vois. Et tu peux pas. Alors après, bien sûr, tu peux changer les setups, les settings, etc. Tu peux toujours Bien sûr, mais mais, c'est pas mal ces outils-là. mais les outils comme ça qui permettent de mieux encadrer pour ceux qui auraient peut-être tendance à déborder, à avoir un cadre bien précis, quoi. Et c'est ce que font en fait les traders institutionnels. C'est-à-dire ils s'occupent pas de tout en fait. Ils s'occupent pas à la fois Ah du bah, risque, de l'analyse, des machins, de l'exécution. Enfin, chacun un peu a son domaine dans les salles de marché. Bon, je ne vais pas entrer en détail parce qu'il y a aussi il y a un peu tout type de traders, hein. Mais globalement, s'occuper de tout, c'est difficile aussi. Et c'est céder ça. du coup de logiciels qui nous dit bah voilà, j'ai pas le droit de dépasser tant de risques sur la journée ou j'ai un daily stop loss. Mm. Je ne dois pas dépasser 3 trades. Si j'ai en l'occurrence fait un premier trade perdant, peut-être je m'arrête. J'en sais rien, mais il y a plein de façons il y a plein de façons de s'aider à gérer son risque. Mais, Mais là où j'ai vu des choses sur les clients que j'accompagne, souvent ce qu'on va me dire c'est Faustin, j'aime bien ta méthode, mais j'aimerais même passer beaucoup plus de trades. Sauf que moi, et ouais. avec ma méthode, si on veut faire de la qualité, on ne peut pas passer 10 trades par jour, c'est juste pas possible. Sauf si on va sur des unités de temps beaucoup plus faibles, style du 1 minute, mais la qualité C'est est pas ça. du tout la même. Et donc, au final, ça sert à rien. Et en fait, ce que j'essaie d'expliquer moi aux personnes que je forme, c'est que aujourd'hui, pour moi, les bons traders vont pas passer beaucoup de trades, vont peut-être passer même certains 3 trades dans le mois. C'est une Mm. réalité.
et sur ces 3 trades dans le mois, ils vont faire leur performance. Donc, il faut vraiment s'enlever de la tête de dire on est obligé de passer à un volume énorme. Et plus on passe d'ailleurs de volume de trade, plus on paye des commissions à son broker, plus c'est difficile. Et statistiquement, c'est plus de risques aussi. À chaque fois, on se réexpose à nouveau sur le marché. Alors, c'était super intéressant ce que tu disais par rapport aux professionnels. Je pense qu'on va pouvoir clôturer là-dessus. Mais au niveau des professionnels, comme tu le disais, dans une salle de marché, dans les banques ou dans les fonds d'investissement, tu as le trader qui va passer ses ordres, mais tu as aussi le département de gestion du risque. C'est-à-dire que tu as un département. Les mecs, ils font que ça, ils surveillent que le risque. Et si toi, tu as un risque qui t'est imposé, tu ne pourras pas le dépasser. C'est-à-dire que tu as le mec qui va venir, qui va te dire non, ce trade-là, tu ne le passes pas. Et même des fois, sans avoir atteint ta limite de risque, et ça, c'est un super exercice, je pense, à faire, vous, si vous tradez à la maison. Je ne sais pas de quelle manière ça pourrait se concrétiser, mais les traders, ils doivent justifier leur position. Avant de prendre leur position, ils doivent, auprès d'un collègue, dire pourquoi ils doivent le faire, pourquoi ils vont le faire, quel est le raisonnement derrière, pour éviter justement cette impulsivité de dire je suis devant mon écran, je traite tout seul. Ils doivent se justifier. Et je pense que même vous, si vous êtes tout seul devant votre écran, alors je ne sais pas, c'est peut-être un exercice à faire ou quoi, mais de se dire bon, comment je justifierai auprès de quelqu'un ce que je suis en train de faire là, même si vous faites tout seul en fin de compte, tu vois. Mais rien que d'avoir cette démarche, ça évite peut-être des fois de faire des conneries. En tout cas, c'est comme ça que font les pros, donc on pourrait peut-être s'en inspirer, quoi. Et si les pros, en l'occurrence, peuvent faire ça, je ne sais pas si tout le monde le fait, hein, même y compris sur les professionnels, parce qu'encore une fois, il y a différents degrés. Bien sûr. Mais si les pros aujourd'hui font ça, c'est aussi dans la mesure où ils ne font pas du trading trop court terme. Parce que si tu dois justifier ton trade, c'est que tu n'es pas à la seconde près pour exécuter. Ceux qui font du très court terme, c'est de l'algorithmique, c'est même plus des humains qui gèrent. Là, donc, Mais quand tu fais du day trading, en tout cas, moi je parle pour les méthodes qu'on va utiliser, ou la méthode, parce qu'on n'utilise pas 150 méthodes, on a largement le temps de dire pourquoi on va rentrer, on a les critères, etc. Et même si on rentre, 5 minutes après, en principe, c'est pas dérangeant. Dans le cas de notre trading, vu qu'on n'est pas sur des unités de temps extrêmement faibles. Mais voilà, après, c'est du cas par cas sur la stratégie, parce qu'il y a aussi l'importance du market timing. Donc, il faut avoir le temps aussi de dire il faut que je rentre au bon moment, mais est-ce que je dois donner toutes les infos avant? Mais en tout cas, ouais, c'est un sujet qui est intéressant pour en parler pendant des heures. Non, mais écoute, en tout cas, merci beaucoup, Faustin, déjà, d'une part pour ta vidéo que je vais remettre, comme je disais, en description, et d'avoir répondu à mon invitation de faire ce petit débat, ce petit question-réponse. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Bien évidemment, soyez prudents en trading. Et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.